m'appelle Julien Morissette. Je suis le directeur artistique de Transistor et je vous souhaite la bienvenue à cet épisode spécial enregistré durant le 5e Festival La Radio Numérique dans le Vieux-Elmeux en avril 2021. Le thème de la discussion d'aujourd'hui, la bière. Mais pas n'importe laquelle. La Transistor, une bière créée par nos amis de 5e Baron, une microbrasserie qui fête son premier anniversaire. On va justement en parler dans l'épisode. Pour vous mettre un peu en contexte, Steven Boivin, le DG et cofondateur de Transistor, et moi, on a dégusté une bière Transistor durant le festival avec Jacob Barrette et Christophe Paquette. Je me sens un peu comme dans un crossover épisode. Parce que les gars du 5e Baron ont aussi un podcast qui démarre tranquillement, mais sûrement. Mettons que ça prend un peu plus de temps que de partir la brasserie, parce que là, ça fait une couple de mois, presque un an maintenant que la brasserie est ouverte, les gars. Oui, ça va faire un an le 13 ou le 14 mai. Ouais. Puis, ben oui, gros respect pour vous. On a vraiment de la misère à partir le podcast. Gros respect pour vous. Si nous, on essayait de brasser une bière, je pense que tu n'aurais pas autant de respect. Celui que vous entendez, c'est Jacob Barrette, qui est copropriétaire et cofondateur de 5e Baron. Salut, Jacob. Ça va bien? Ah yes, je suis content de t'avoir à notre micro. Et Christophe Paquette, qui est gérant et couteau suisse de 5e Baron. Salut, Christophe. Exactement, ça va bien? Ça va super là, bien. C'est le couteau ou les petites pinces qui parlent? Je sais pas, je fais une petite pince en ce moment. On se parle autour d'une bonne bière, une Transistor, une Pale Ale que vous avez gentiment accepté de brasser pour nous. Par le passé, on avait une association avec la brasserie du Bas-Canada, mais soit qu'ils sont rendus trop big pour nous autres ou sont juste un peu trop dans l'Est à Gatineau pour qu'on continue de travailler avec eux. C'était des menteries. Ils nous ont brassé une 6.5. Puis finalement, quand j'ai vu tout le monde à terre à filature en 2018, je me suis dit no way que c'est 6.5. On a droppé d'un 1% d'alcool. Je pense ça a tapé 5.5. Ouais, 5.5. OK, fait que quand vous faites une bière, vous savez pas exactement précisément ça va être 6. Quand tu dis ça a tapé 5.5, oui. Okay. Non, je me rappelais pas. C'est que selon la loi, tu peux caper à presque 1%, en dedans de 1% au-dessus ou en dessous. Ah, c'est vraiment, ouais. Ah, ouais, okay. Par rapport à ce qui est affiché sur ta bouteille ou ta canette. Exactement. Fait que ça te donne un petit jeu, mais habituellement, selon tes calculs de gravité au début, après ça, tu sais que tu vas arriver environ à ça, mais des fois, tu peux être 0.1, 0.2%. Okay. Ça se calcule comment? Une machine, comme? Dans le fond, c'est un calcul de densité. Tu calcules ton sucre résiduel qui te reste dans ton mou avant de le mettre en fermentation. Puis après ta fermentation, tu recalcules ta densité. Puis c'est vraiment juste le calcul mathématique. Là, je connais pas tous les petits détails. Mais à partir de là, tu es capable de déterminer, j'étais à tant de pourcents. Quoi que Dimitri, c'est une machine. Ben oui, c'est ça que j'allais dire. Il y a sûrement un gars qui goûte la bière qui est vraiment fucking précis, là, puis qui est comme 6.7, celle-là. Ouais, ben Dimitri a un background en microbiologie, fait que ça lui sert beaucoup pour la propagation, le développement de levure, puis pour tout ce qui est ces petits calculs-là super précis. Dimitri, pour les gens qui le connaissent pas, c'est votre maître brasseur. Ouais, exactement, un des partenaires du projet, puis c'est le maître brasseur. Vous êtes 3 partenaires dans cette business-là. Oui, c'est ça. Il y a moi qui s'occupe du marketing. Je m'occupais des ventes avant aussi, mais on a engagé un bon ami pour s'occuper de ça. Fait que tout ce qui est marketing, design, un peu voir la direction de la brasserie, je m'occupe de ça. Dimitri, c'est notre brasseur-chef. Fait que tout ce qui est inventaire, gestion de l'inventaire, développement des recettes. Puis Steven Washer, qui est notre 3e partenaire, qui s'occupe vraiment de toute l'administration, puis pas mal couteau suisse, lui aussi. Ça prend toujours un Steven pour gérer la business. C'est un peu ça chez nous. Ouais. Non, puis Dimitri, moi, je l'ai connu en tant que client de l'Autreuil. C'est le gars qui avait pas un accent d'Elmer, qui nous servait, puis qui avait toujours des bons conseils, puis... Steven le disait, moi je suis arrivé à Elmer il y a 5-6 ans, puis on a toujours eu un immense respect pour ce qui se passait dans l'ouest de la ville, puis je pense qu'on a été attirés par ça en tant que citoyen et père de famille, mais aussi en tant qu'entrepreneur et artiste. Oui, puis on se tenait dans ces... Tu sais, quand on a découvert l'Autreuil, puis tout ça, puis il va t'arriver. Mais tu sais, moi, je me suis impliqué avec le Santé de Loup, puis un peu les organismes de la région, puis on commençait à voir justement qu'il y a comme une espèce d'effervescence, puis d'esprit de communauté. Puis c'est là qu'on... Tu sais, vous autres, on vous a rencontrés récemment, mais c'est assez récent. Vous autres, vous êtes nés... 5e Baron, c'est né pendant la pandémie. Oui, ça l'a ouvert pendant la pandémie, dans le fond. Fait qu'on connaît juste ça depuis le début. Mais le projet était en branle. Ça a pris 3 ans avant l'ouverture de la brasserie, de la préparation du projet, trouver un local, financement, ainsi de suite. Mais on tenait des événements
Assez fréquemment, je te dirais, surtout saison printemps-été, automne un peu, une fois aux 2 mois environ, où on testait nos batchs, puis après ça, on invitait des gens. Premièrement, ça a commencé dans l'appartement de Dimitri, où on était une douzaine de personnes. Puis les gens essayaient, on avait des petites cartes où le monde laissait leur feedback sur les bières. Il y avait des bières qu'on servait dans ce temps-là, comme Hippie Rock, Des Moines, c'était tout. Ça date de vraiment, maintenant, I guess, 4 ans. C'est déjà des classiques là, c'est de déjà, votre catalogue. Pour nous, on les aime bien. Ouais. Puis ces événements-là, ils ont grandi de 10-12 personnes dans un appartement dans la cour des parents Steven, où ce que l'on était rendu à au-dessus de 125 personnes avec des bandes, des DJ, du catering, tout ça. Puis on avait comme 8 lignes de fûts de brassin test. Fait qu'on était déjà pas mal cordés avant d'ouvrir. Puis il y avait beaucoup de gens qui étaient au courant du projet. Fait que dès l'ouverture, c'était dans le fond un groupe Facebook d'environ 250 personnes. Ça s'appelait Les Samedis du Baron. C'était pour l'organisation de ces soirées-là. Fait que dès la première journée d'ouverture, je pense qu'on a fait une pré-ouverture le 13 où on a invité ces gens-là à venir chez nous acheter avant qui que ce soit pour qu'ils puissent essayer la bière vu qu'ils nous avaient suivis depuis le tout début. Puis ça, c'était quoi? C'était 13 mars ou avril l'année passée? Mai. 13 mai? C'était le 13 mai. 13 mai, c'est 13 mai, puis on a ouvert officiellement le 14 mai. Non, mais c'était la folie, là. Moi, je me souviens de ces journées-là, d'être passé, puis pour les gens qui connaissent un peu le secteur, qui nous écoutent, c'est dans l'ancienne bâtisse de Lautreuil qui a été complètement retapée. Cette superbe maison rouge, agrandie, l'escalier, tout, c'était vraiment ultra impressionnant de rentrer là-bas, puis surtout de goûter vos bières, puis de se dire, OK, on n'avait pas de brasserie à Elmer avant. Ben, il y avait Gallicus, mais plus loin dans le nord de la ville. Pas dans le vieux. C'est ça, pas dans le vieux Elmer, où est-ce qu'on aime tous se promener, puis chiller avec nos enfants, puis nos amis, puis sortir. Puis là, ça a fait comme une espèce de « OK, il était temps que ça se passe. » Puis dans les mois après, puis encore, quand vous faites des releases les jeudis aux 2 semaines. Moi, ce que j'aime beaucoup de ces moments-là, c'est d'être dans un line-up, de faire la file pendant 1 heure avec le monde du quartier, puis jaser de bière. Ben, on a toujours voulu être un peu... notre but, d'abord et avant tout, ça a toujours été d'être la brasserie de notre quartier. Fait qu'on veut desservir Elmer en premier, Gatineau deuxième, l'Outaouais troisième, puis après ça, le reste, il passe. Fait que pour nous, les releases, c'est des façons... Surtout, on a été forcés de se réadapter quasiment toutes les semaines avec la pandémie. C'est juste ça qu'on a connu. On n'a pas vécu notre brasserie entièrement encore. Mais pour nous, on essaie de faire des trucs comme des pop-up. Là, ça s'en vient bien avec les food trucks. Tout ça, on dirait que la ville, finalement, a mis de l'avant un programme de quelque chose qui marchait partout. Mais au début de la pandémie, la raison pourquoi on faisait ça, c'était qu'on réalisait qu'on avait quand même un bon débit là, de personnes qui se présentaient à la brasserie tous les 2 jeudis. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas inviter des entreprises locales à se joindre à nous puis profiter. Tu sais, les gens pouvaient pas vraiment aller ou ils voulaient pas aller à telle place puis ensuite de ça aller à telle place puis telle place chercher leurs affaires parce que c'était juste trop de sorties, trop de risques. C'était le début de la pandémie, tout ça. Fait qu'on invitait toutes ces entreprises-là à venir autour de l'entrée. Fait que tout le monde pouvait un peu profiter de la sortie hebdomadaire là, de release de bière. Fait que... Il y a vraiment une vague en ce moment de microbrasseries novatrices en Outaouais. Mettons, il y a 10 ans, là, ce qu'on connaissait dans le coin, c'était le BDT, qui est, on va se le dire, plutôt décevant en termes de... Mais je vous inclus pas là-dedans si vous voulez pas qu'on rentre là-dedans, mais les gars... J'ai rien dit, mais on je comprends vraiment. Tu sais, BDT, puis après ça, le Gainsbourg aussi, qui est comme... C'est ça, c'est correct. Mais ça a commencé avec... Moi, je me rappelle les brasseurs de l'Outaouais. Avez-vous vous rappelez longtemps, là. Ça a été après BDT, après Gainsbourg. Après? Je pensais que c'était la première. Ben, il y a eu, dans la petite nation, dans les années 80-90, un projet, je sais pas si ça vous dit de quoi, les gars, là, vous êtes Je n'ai entendu parler. C'est ça qui n'a pas vraiment décollé. Après ça, BDT qui s'est installé, les gens étaient quand même heureux d'avoir une microbrasserie, mais on s'entend que par rapport au reste, moi je me souviens dans ces années-là, c'était Microbrasserie du Lac, Trou du Diable, dans le temps qui était plus indépendant, Donham, Castor, c'était les brasseries qui étaient comme un peu plus visionnaires. Nous, on était pris avec, mettons, des gens qui avaient peut-être plus trippé sur Unibrou et qui arrivaient avec des produits de tradition
plus belle, je sais pas. C'est comme tu sais, l'espèce qui- de passage de la Budweiser à la Sleeman, c'est ça. à la Unibrew, à la Belle Gueule. Le Ouais. Boréal, Belle Gueule, on était québécois, fait qu'il y avait Ouais. ce sentiment d'appartenance-là. Mais là, de pouvoir boire une bière qui est brassée juste à côté de chez Exactement. nous, tu sais, ce sentiment d'appartenance-là, il se développe. Puis ça a pris quelques années, puis je me souviens de Marc-André, là, je veux bien dire son Cordero. nom. Cordero là, Lima, c'est ça. Qui, tu sais, qui se promenait, puis qui commençait à dire au monde dans des événements, tu sais, dans les premiers festibiaires, je veux me partir une microbrasserie. Il l'a fait avec Gab, avec la brasserie du Bas-Canada. Il y a nos amis de À la dérive aussi, sur Jacques-Cartier à Gatineau, qui se sont lancés. Tantôt, je parlais de Gallicus. Là, on a comme 4 microbrasseries avec vous autres qui sont rafraîchissantes, mettons, pour pas faire de mauvais jeu de mots. Pourquoi ça a pris plus de temps, l'Outaouais, selon vous, à, je sais pas, s'installer puis à avoir une offre de bière plus convaincante? Je dirais que c'est comme une conséquence du marché de la bière parce que si tu recules 10 ans dans le temps, quand BDT est sorti, le modèle d'affaires d'une microbrasserie, c'était, ben, tu sais, ça te prenait une blanche, ça te prenait une rousse, ça te prenait peut-être une IPA, genre plus britannique, puis après ça, une stout. C'était ça que ça prenait. Puis tout le monde faisait ça. Fait que toutes les brasseries ouvraient, puis ils faisaient ça. Sauf que j'ai l'impression que ça a pris un petit bout parce que tout le monde s'est assis sur leur laurier, puis on dit, OK, on a notre marché local, on vend notre bière locale, on n'a pas besoin vraiment de pousser plus loin que faire peut-être une blanche aux fruits différente à chaque fois. Fait que ça a stagné à un certain point. Puis la seule façon que je suis capable d'expliquer un peu ce qui se passe en ce moment, c'est juste en regarder nos voisins aux États-Unis, parce qu'on est comme tout le temps un genre de décalage de 5 à 10 ans en retard sur les trends qui se passent là-bas. Fait que- C'est comme ça avec les podcasts aussi. Ouais, c'est ça. on comprend. C'est ridicule. Tu sais, on écoutait des podcasts il y a 5-10 ans déjà, puis eux autres, leur marché il est explosé. Ouais. Mais là, au Québec, on commence à écouter des podcasts. Mais tu sais, c'est 10 ans de recul. Mais la bière, même chose. Pourtant, on est juste à côté. Mais d'avoir, justement, Jacob, comme il va toujours au Vermont, des choses comme ça. Le monde, on tripait sur ce qu'il y avait au Vermont. Mais là, il arrivait au Québec, puis il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien de ça. Moi, je buvais des New England IPA super fruité, hazy en Floride. Ouais. Mais je revenais ici, il n'y avait pas ça pendant tout. Là, je ramenais ça dans ma valise, puis j'espérais que ça explose pas dans ma valise. Puis après ça, Le seul revenais. fruit que t'avais, c'était une tornade, puis c'était comme pas la même affaire, tu sais. Tu faisais un blend Avec le beau verre 50-50. qui venait là. avec, là, je sais pas si vous en rappelez. là. Mais non, comme Chris il disait, il y a eu... puis nous autres, on essaye de toujours dire qu'on brasse des styles de bière chez 5e Baron qu'on trouve qui ont du mérite, puis qui vont avoir du mérite historiquement aussi. Ouais. Puis comme Christophe mentionnait, je pense que l'arrivée des New England IPA a vraiment attiré beaucoup de monde au milieu au domaine des microbrasseries, dans le fond. For better or worse, il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment moins ça. Mais je pense que quand on va regarder dans 50 ans, on va regarder en arrière, on va vraiment reconnaître le moment où le style est arrivé puis qu'est-ce que ça l'a fait pour l'essor du mouvement des microbrasseries. Ouais. Fait qu'on embrasse beaucoup. Les gens, ils ont soif de houblon, ils aiment Ouais. ça, essayer différentes variétés dans différents contextes. Justement, la bière qu'on a brassée avec vous autres, c'était une autre façon de présenter le houblon, une façon peut-être un peu plus traditionnelle dans le style américain. Mais c'est ça, l'arrivée du style a vraiment fait exploser les microbrasseries. Puis nous autres, à travers ce style-là, on a toujours eu comme plan d'embrasser parce qu'on aime le style, on trouve que ça a du mérite, mais on s'était dit que les consommateurs, en découvrant nos IPA, on allait réussir probablement à les faire découvrir d'autres styles plus anciens. Puis ce qui se passe en ce moment, c'est exactement ça. Les gens répondent super bien à nos autres styles, mais il a fallu un peu aller les accrocher avec les New England IPA. Puis tu as toujours les buveurs, surtout à Elmer, on est chanceux, on a été... on était habitués sur 22-23 ans par l'autre œil à consommer des bières de microbrasserie. Fait que les gens, ils ont une palette peut-être un peu plus... Je ne vais pas dire plus développée, mais ils connaissent comme exemple, Des Moines, notre Helles allemande cartonne. Là, moi, c'est ma découverte. Moi, c'est une bière, c'est une sorte de bière que j'avais jamais goûté, ou du moins, ça m'avait jamais marqué. T'sais. Je sais pas s'il y a un comparable grand public, là, grand marché de ce type de bière-là, là, mais... Moi, c'était un goût que j'avais jamais développé. Tu sais, il est arrivé l'époque, un moment donné, où est-ce que, les IPA, tu sais, on tripait sur une IPA, ça goûtait fort, c'était le fun. Puis là, ben moi, c'est Brasserie du Bas-Canada qui m'a apporté cette espèce de, tu sais, New England IPA, probablement, ou NEPA, là, tu sais, je sais pas si c'est un peu... c'est un acronyme. C'est un acronyme. Ah, c'est ça. Ah, ben oui. New England Il sait pas lire, IPA. Steven. Non, mais j'apprends, là, moi, je suis ça pour apprendre. Hey, c'est vrai, dans le fond, c'est ça. Mais en tout cas, pour nos auditeurs. Puis, Pour le bénéfice. ouais, c'est ça. Mais
c'est là que j'ai découvert ça. Mais vous autres, vous êtes arrivés avec, c'est ça, une espèce de carte différente. Puis la LS, ce type de bière-là, j'avais jamais... Puis ça, c'est quoi exactement, ce type de bière-là, comme des moines? C'est quoi sa particularité? Ben, c'est un type de bière allemande qui, mettons, contrairement à une Pils allemande ou une Pils tchèque, qui va vraiment mettre plus l'emphase sur les houblons nobles. Fait qu'une petite amertume plus crisp, peut-être plus rafraîchissante, plus sec. Ouais, sur le tandis floral, que, ouais, c'est ça. Tandis qu'une Helles, ça va plus être sur les notes de malt. Fait que ce qu'on essayait de faire avec des moines, c'était vraiment d'aller chercher des notes de baguette, de pain, de croûte. Ouais. Puis ce qu'on aime beaucoup avec des moines aussi, parce qu'on est des tripeux de bouffe à la brasserie, c'est que des moines, pour nous, c'est une bière qui se paire super bien avec la bouffe. Parce que c'est comme si je te servais une baguette de pain avec n'importe quoi que tu manges. Ouais, habituellement, ça tout, va bien. Fait que cette bière-là va super bien avec n'importe quoi, tu sais, charcuterie, fromage, un hamburger, une pizza, whatever. Pizza four à bois, mettons qu'une ferme va venir faire en avant de chez vous. Mettons. Les pompiers débarquent, ils sont pas contents. Alors, on a 2 extincteurs de fumée, une chaudière d'eau puis un boyau d'arrosage. On était prêts pour les pompiers. Non, mais moi je trouve que c'est comme ça qu'on fait avancer. Là, on parle des cuisines pop-up que chez vous, dont la pizza de four à bois qu'on aime bien gros, nous autres. Mais je pense que, tu le disais tantôt, Jacob, par rapport à la ville de Gatineau, tu sais, des fois, il faut comme défoncer des portes puis être un peu plus punk pour qu'eux nous rattrapent après ça dans le détour puis qu'ils comprennent que, tu sais, faut que les choses avancent si on veut avoir comme de la vie dans notre ville puis dans notre village. Ouais, c'est clair. C'est clair, mais c'est un retard. Ben, tu le disais, on a un retard à Gatineau en général, mais je pense au Québec aussi. Mais à Gatineau, on a cette habitude-là de vouloir imiter ce qui s'est fait ailleurs, mais 5 ans plus tard. T'sais. Et moi, ce que je trouve cool là-dedans, c'est que vous avez pas attendu après des... On parle d'autorisation, tout ça, mais juste... en ce qui a trait à la collaboration avec les autres entreprises. Ouais. Vous n'avez pas attendu qu'il y ait un programme comme Outaouais d'abord pour dire « Ah oui, c'est vrai, on va s'entraider. » Vous avez tout de suite apporté, je pense à la bière que vous avez faite avec l'aubergiste, ou les pop-up qui se... après la principale. C'était comme un... Oui, c'est ça. C'était pas une bière brassée. Ça s'appelait pas la principale, justement, cette bière? Non, ça, c'est une autre bière. C'est un autre exemple de comment on s'est adapté dans la pandémie. Mais c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même bière, mais je sais ce que tu veux dire. Ça te collabore, je savais. Ce qui est arrivé quand on a fait ça, ce qui est arrivé, c'est qu'on essaie. Notre philosophie, c'est que plus il va y avoir d'entreprises à Aylmer, plus il va y avoir de beaux commerces, de beaux commerçants, plus ça va fonctionner pour tout le monde. Fait que nous autres, ce qui est arrivé dans ce cas-là, c'est que, je sais pas si vous vous rappelez, à l'automne, Ottawa avait été fermé, donc on s'était fait fermer en dedans de 12 heures. Puis je pense que c'était 1 semaine ou 2 semaines après, Ottawa a réouvert, puis nous autres, on a resté fermés pendant l'hiver, là, dans le fond. Fait qu'on se disait, bon, là, ça cause un problème. Tous les gens vont se diriger vers les restaurants à Ottawa parce qu'ils sont ouverts, puis nos restos sont pas ici. Sont fermés, pas ouverts, sont fermés. Fait que nous autres, c'est une façon de dire aux gens comme, hey, oui, on sait, c'est plate, on peut pas sortir, on peut pas aller au resto, mais oubliez pas tous les restaurateurs qui sont encore ici. Fait qu'on est allé voir tous les restos, leur amener des caisses de Witchwood. C'était Witchwood. Pour qu'ils offrent gratuitement à tout le monde qui commandait pour essayer de justement garder le plus d'argent localement possible pour pas... si on perdait un resto à Aylmer, puis d'ailleurs, je pense qu'il y a Keola qui a fermé parce que Kevin veut aller faire d'autres trucs, puis il va réussir, j'ai aucun doute. Vous avez fait une excellente bière avec eux autres. C'est une Pale Ale, il me semble. Exactement. Très différent de la vôtre. Mais c'est ça. Donc, on voulait pas voir personne fermer. On voulait pas que les gens oublient de consommer local. Puis, on est chanceux à Aylmer parce que, comme vous avez dit au tout début de l'enregistrement, les gens à Aylmer sont déjà habitués à supporter les commerces de leur communauté. Fait que on n'a pas comme senti ce besoin de forcer la donne vraiment avec personne. C'était vraiment, comme on dirait, déjà inné. Fait qu'on a juste rassemblé un peu les gens. Puis ça, il y a quelque chose de naturel à Aylmer. Nous autres, on arrive beaucoup du centre-ville de Hull pour nos activités autant artistiques. Puis moi, avec la fondation du Minotaure, tout ça. Puis il fallait toujours créer des happenings pour que les gens se déplacent. Tandis qu'à Aylmer, les gens sont déjà sur place à Aylmer, puis ils font juste descendre. Je pense à quand c'est ce Sucre-le-Bec, la principale Sucre-le-Bec, c'est ce genre d'activités-là où les releases, les gens marchent, viennent, puis ils consomment directement. Juste le marché. Les dimanches matins, c'est les dimanches ou les samedis? C'est dimanche. C'est ça. Les dimanches matins au parc en face de où est-ce qu'on enregistre en ce moment, à la Basoche,
sais, c'est comme une bonne activité sociale où est-ce qu'on croise nos conseillers municipaux, les familles, les gens avec qui on travaille. Fait qu'il y a juste ce sens-là de la communauté qu'on sent déjà puis qu'on n'a pas besoin de forcer, mettons, comme dans le vieux hall. Ben, il y a un centre-ville quand même défini à Aylmer que je pense que ça l'aide énormément, tandis que si on regarde côté du secteur Hull puis du secteur Gatineau, c'est comme éparpillé un peu, fait que c'est difficile de vraiment... Fait qu'on prend un peu en main le développement de notre centre-ville à Aylmer, je pense, à travers vous autres, les différentes entreprises. On collabore. Comme vous dites, il n'y a pas de programme municipal. Il n'y a personne qui le fait pour nous. Fait qu'on fait juste le faire. Ça s'en vient. Ouais. Mais on s'entend tous super bien aussi. Comme non seulement les entreprises sur la principale, on parlait de Gallicus, à la Dérive, puis Bas-Canada. On est en train justement de jaser, de s'associer ces 4 brasseries-là pour pouvoir l'habiller la ville, pour faire des affaires intéressantes. Clairement. Puis, moi, j'étais curieux de savoir, on salue Dan et Martine de Lautreuil, qui sont aussi vos voisins immédiats. Eux ont leur maison là-bas avec leurs enfants et la famille. Puis vous faites une bière, vous brassez une bière avec eux qui est ressortie récemment aussi, là, que vous avez relancé. Oui, on en a brassé 2. On a fait une IPL qui s'appelait I5. I5. Puis là, I5. Puis là, c'est Black I5 qu'on a fait, qui était une Black IPA. Mais c'est ça. Lautreuil, Dimitri a travaillé, je pense, 6 ans, 7 ans, Lautreuil. Fait que Étienne aussi. Étienne aussi, qui brasse chez nous maintenant, travailler là. Je vois toujours le staff de Lautreuil chez vous. Chez nous. Puis, c'est ça. On a plein de monde, dans le fond. Pierre aussi, qui avait quitté Lautreuil, qui fait maintenant des ventes chez nous. Mais tu sais, c'est... Nous autres, pour staffer chez 5e Baron, on s'est vraiment inspiré quand même de Lautreuil. Ils ont toujours eu du bon retention de leur personnel. Des gens super friendly, super accueillants. Fait que c'était une grosse inspiration. Puis c'est ça, Dan puis Martine, c'est nos voisins. Puis pour revenir à le building qu'on occupe, c'est ça, les rénovations qu'on a faites, pour nous, c'était vraiment important. On a considéré différents établissements. Puis quand finalement ça s'enlignait vers le 55 rue principale, qui est où ce qu'on est, c'était important pour nous de vraiment changer le look de l'intérieur de la bâtisse pour pas que les gens rentrent puis ils disent « Ah, c'est l'ancienne Lautreuil ». Oui, c'est vrai. Fait que on a fait des trucs comme rajouter des fenêtres un peu partout pour donner vue sur l'espace de production. Sinon, ça faisait trop juste un bar. Tandis que là, tu vois la composante de production de la chose. Vous avez quand même enlevé un escalier, là, on va se le dire. Oui, on a enlevé un escalier. Gros morceau. Studio de podcast au 2e étage, qui s'appelle le 2e étage. Puis c'est ça. Fait que c'était important de vraiment créer quelque chose de nouveau pour pas que les gens... on voulait faire quelque chose de nouveau à Aylmer, puis c'était important de vraiment changer. Là. Il n'était pas question de changer l'extérieur de l'immeuble, parce qu'il est magnifique, mais l'intérieur, on y a quand même donné la claque. Puis vous disputez pas un marché, j'imagine. Il y a la place pour Lautreuil et pour 5e Baron à Aylmer? Ben, nous, on a toujours avancé dans le projet en disant « Hey, c'est malade, on a le Rapido, on a la brasserie, on a Lautreuil. » Ça commence à faire une belle destination de beer geek. Là. Tu peux aller boire, tu peux popper chez nous, acheter des IPA, des lagers, aller à Lautreuil. Des fois, ils vont avoir des trucs comme du cantillon en fût. Puis après ça, aller au Rapido, ramasser le reste à travers de la province. Là, fait que c'est... Puis tu arrives au bout d'une... Tu arrives à une marina. C'est quand même pas si pire. Mais Aylmer, c'est ça qui est particulier. Tu as la boulangerie, tu as les beaux restos, tu as la chocolaterie. La chocolaterie, tu as tout. Puis tu arrives au bout de la rue, puis tu as la... J'arrête pas de dire la mer, là, puis je viens de dire... mais c'est un peu ça, pareil. C'est la plage, là, ben, c'est sûr. Puis là, il y a toutes sortes de monde là, puis des fois, il y en a trop, mettons. Mais c'est ça qui est particulier. Puis c'est ça qui est nice de cet esprit de communauté-là d'Aylmer, finalement. Qu'est-ce qui nous manque pour que ce soit encore plus nice? Disons, c'est la principale. Ce serait quoi vos rêves de choses à voir popper? Je sais pas, on a le même flash ou pas. Là. Vas-y, Christophe, vas-y. Ça nous prendrait une boucherie. Oui, ça nous prendrait une boucherie. Puis il y en avait une. La A1? La A1, oui. La boucherie A1 qui, de ce qu'on a entendu, fonctionnait bien. Puis là, on essaie d'écœurer notre chum qui les bûcherons? Oui, les bûcherons. Ah oui. Pourquoi ils s'installent pas? J'avoue que ça a l'air facile d'une Ça a l'air facile. À un moment donné, quand tu connais pas 100%
comprend bien un marché non plus, c'est pas évident. Dans notre tête, à nous, c'est un no-brainer, puis probablement, honnêtement, que ça fonctionnerait super bien. Mais il faut qu'ils connaissent le marché. Mais disons que plus il vient, puis il devrait être de retour la semaine prochaine, parce qu'on sort une collaboration avec les bûcherons. Puis vous ressortez la Witchwood aussi jeudi. Moi, j'ai bien hâte. Pas officiellement, on a mis le teaser, c'est peut-être ça. C'est peut-être autre chose. J'ai des attentes. Who knows? Peut-être la Céleste, peut-être. On commence à les reconnaître, là, finalement. J'espère. Mais tu sais, la Céleste, c'est une Pale Ale. Il y a l'autre aussi que tu disais qui était une. La Céleste, tu peux pas juste la nommer de même. C'est une grande bière. Imagine le reste de ma phrase. La Céleste, c'est une Pale Ale, mais on parlait aussi de celle qui était brassée avec le Keola, qui est la Kamea. Qui est aussi une Pale Ale. Puis la bière Transistor, c'est une Pale Ale. Fait que c'est Couronne solaire aussi. Couronne solaire, ben oui. La principale, c'est une Pale Ale. Finalement, t'es décevante, la fin de ta phrase, Steven. On en a une autre qui est en préparation, qui est near and dear to our hearts, là, qui s'en vient bientôt. Mais ouais, non, les Pale Ale, c'est quelque chose qu'on a décidé un peu au même titre qu'on s'est mis à brasser des lagers quand même tôt. Là. En fait, notre premier lancement, on annonçait un peu la direction qu'on allait prendre. Notre premier lancement, c'était 2 bières. C'était la Mixtape Rouge, New England IPA 6,5 %, puis la Two Tails Pils, qui est une Pilsner hybride allemande et tchèque. Fait qu'on disait déjà un peu au monde que oui, on va faire ça, mais on va faire ça aussi. Puis l'idée des Pale Ale, c'est que on trouve malheureusement malheureusement pour nous, sur des sites de review de bières, nos bières qui sont les mieux reçues ou rated, c'est des bières à 8 % en montant. Puis selon nous, c'est pas le cas. On trouve pas que nos bières nécessairement sont bonnes, sont super bonnes. C'est pas les bières qu'on consomme le plus souvent en brasserie. Parce que les 8 %, mettons, il y a la Hippie Rock, Broken Q, il y a eu Five Mics. Après ça, tu peux embarquer dans les stouts, genre les stouts impériales. C'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de bières à 8 en montant. Puis pour nous, on veut pas non plus induire les gens ou les pousser dans un sens que plus tu bois fort, mieux que ça. Ça mode un peu, les bières fortes. Ça l'est, puis c'est pas... Ça vient pas nous rejoindre nécessairement. On aime ça d'en faire, on aime ça d'en offrir, mais... C'est vrai que c'est nos meilleures bières? Non. Nous autres, on trouve qu'il y a beaucoup plus de subtilité puis de difficulté à brasser une bonne lager ou une bonne pale ale où tout doit être vraiment plus balancé, plus nuancé, plus je ne veux pas dire atténué parce qu'elles sont quand même très goûteuses. Mais puis on sent aussi un peu un sentiment de responsabilité quand on va vendre éventuellement ces bières-là en keg à des restos. Fait que, tu sais, des fois, les restos nous appellent qu'est-ce que t'as? Puis c'est comme, on a Céleste à 5,5 % que tes consommateurs peuvent en prendre 2 ou une puis conduire. Ou on a la Stout Impériale à 10 % qu'il va s'en prendre un puis il est borderline illégal. Fait que t'as un peu en tout cas, nous, on a un peu cette conscience-là de se dire, OK, faudrait essayer de ramener les gens un peu vers des bières un peu moins fortes. On trouve qu'au niveau des 40 % montant, l'alcool forte, moi, je suis un gars de whisky. Le whisky fait une super bonne job. Dans les 10, 13, 4, ces trucs-là, le vin, c'est super bon. Au niveau de la bière, 5 % pour moi, en tout cas. 5 % c'est à peu près le sweet spot. C'est bon, c'est goûteux, des bières fortes, mais... C'est plus une bière de dégustation. À partager. À partager, à consommer en modération. Parce que la Black is Beautiful, c'est merveilleux, le goût, mais c'est sûr que t'as beau complet, puis c'est beaucoup. Premièrement, c'est fort, là, puis c'est quand même 10 %. C'est 10, celle-là, 10 %, tu disais, Jacob, tu parlais des kegs dans les restos. Ça, c'est une phase qui s'en vient de vouloir distribuer peut-être plus en keg dans des restos au-delà de, mettons, l'Autreuil ou... c'est une phase qui vient puis qui part dernièrement avec la pandémie. C'est comme les restos ouvrent, on fait du fût. J'avoue, mais vous êtes prêts à faire ça? Oui. On a une bonne liste de distribution de lignes de fût partout sur le territoire gatinois. On a beaucoup de place dans le Vieux-Hall, beaucoup de place à Elmer, quelques endroits à Gatineau aussi, Chelsea. Pas faux beurre. Éventuellement. C'est ça. Un jour, on se croise les doigts. Moi, je me demandais, on vous a approché pour faire une bière de transistor. La bière transistor, pour on a eu des discussions. Julien proposait la grisette. C'était comme son rêve d'avoir une grisette.
Parle-moi pas là-dessus. Ben non, mais là, Christophe, je te parle là-dessus. Là, Ouais, go. c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? La grisette, c'est un de mes styles préférés, c'est pour ça. C'est pour ça. Puis je pense que j'arrête pas de poker Dimitri là-dessus, puis il veut pas. Fait que Pourquoi il veut pas, non, Dimitri? c'est pas qu'il veut pas. C'est que C'est vraiment dur. Non, on a la philosophie à brasserie de vraiment pas sortir une bière si elle se rend pas à nos standards de qualité. Fait que, à titre d'exemple, notre anniversaire s'en vient. On avait barriqué une saison. Puis c'était... La bière est délicieuse. On a barriqué ça en fût de pinot gris puis de chardonnay. Puis... C'était quoi l'autre? En tout cas, il y en avait un autre. Puis c'était pas exactement comme on voulait. Okay. C'était délicieux. On a eu des rencontres pendant 6 semaines sur on la sort-tu, on la sort-tu pas. Hein? Puis finalement, on a décidé de pas la sortir parce qu'on était arrivé au résultat par accident. Puis c'est pas que c'est nécessairement mauvais. Mais tu pourras pas la reproduire après, j'imagine? Oui, on pourrait la reproduire, mais c'était pas... À la reproduire, on la referait pas exactement de la même manière. Fait qu'on a choisi de pas la sortir. C'est un processus, dans le fond. C'est qu'on apprend beaucoup de nos erreurs. Puis surtout ça, c'est une expertise qu'on dirait qu'on avait peut-être pas. T'sais, on n'avait pas vraiment joué. Dimitri avait joué avec une coupe de petits barils en bois, mais que tu peux mettre sur ta table, pas format géant ou que tu mets beaucoup de vin dedans. Fait que je pense que même s'il y a tout son background de microbiologie, après ça, c'est la nature. Tu peux pas, faut que tu le laisses aller dans le baril, puis ça développe ses saveurs eux-mêmes. Il y a une microflore qui se développe en plus là-dedans. Ouais. Fait que nous autres, on y écoutait, on trouvait tout que ça, on tripait dessus, sauf qu'on avait tellement une idée en tête de quelque chose de précis, ça tombait pas directement dedans, mais on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, justement, c'était ça. On est peut-être mieux de juste recommencer maintenant qu'on a appris. Commencer pour finir où qu'on veut aller, dans le fond, au lieu de s'en aller un petit peu tout croche, puis on est arrivé par hasard là-dessus, voici notre bière. C'est ça. Puis il y a une couple d'affaires avec ça, c'est que, tu sais, fait qu'on veut jamais sortir une bière qu'on est jamais 100% satisfait. Donc, pour répondre à ta question de la grisette, ça aurait été comme une practice run. Là, puis ça l'aurait peut-être pas sorti comme on voulait. Puis l'autre truc, c'est que, veux pas, les bières de microbrasserie, ça coûte cher à produire, ça coûte cher à acheter. Puis en bonne conscience, on pourrait pas vendre une canette de bière à quelqu'un à 5,50 si on sait qu'on l'a fuck. Mettons. Ah, wow. Non, mais en tout cas, si jamais vous testez des grisettes et vous n'êtes pas sûr, vous avez besoin de recul, appelez-nous. Un testeur de grisettes. J'imagine que la liste doit être longue des gens qui veulent tester, mais on est disponible. On est là. Et vraiment pas loin. C'est ça, tu nous appelles 2 minutes, on te on est là. Puis... mais moi, je me demande, tu sais, là, OK, bon, on passe par la grisette, mais là, on vous a dit, on fait la transistor. Ça a été quoi le processus de réflexion? Tu sais, comment vous avez écouté les podcasts de Julien pour vous inspirer? Non, mais je veux dire, c'était quoi le processus de réflexion? À quelle saveur, tu sais, pourquoi telle saveur? Comment vous avez pensé à faire ça? Pourquoi tel houblon? Puis quand vous faites une bière, quand vous confectionnez une bière, c'est quoi l'inspiration, mettons? Dans le cas de la transistor, c'est qu'on s'était rencontrés puis on avait parlé de faire une bière un peu plus basse en alcool. Fait que là, nous autres, on sait à peu près où on s'enligne avec notre portfolio de bières. Fait que ça devient de plus en plus un challenge de juste introduire une nouvelle bière dans notre portfolio. Fait que en voulant quelque chose plus faible en alcool, ben tout de suite on a pensé. Premièrement, on collabore pas sur des lagers à la brasserie. Ça, vous gardez ça pour vous. Ouais, on aime vraiment mieux garder ça qu'on les développe puis que c'est nos propres trucs. Fait que ça nous limite pas. Il y a beaucoup de styles. Mais le truc qui était le plus vite, le plus accessible, que monsieur, madame, tout le monde aime, on a pensé à une Pale Ale. On commençait à avoir beaucoup de Pale Ale de style New England dans le portfolio. Puis ça, c'est quelque chose dans quoi on veut s'enligner, les Pale Ale américaines, plus style Sierra Nevada. Je sais pas si ça vous dit quoi. Des vieilles Pale Ale californiennes avec du houblon, justement, Cascade, qui est un houblon qui se retrouve là-dedans. Fait qu'on voulait une vieille Pale Ale old school, plus peintable, avec des notes d'agrumes, un petit peu d'amertume qui rappellent les West Coast IPA. Fait qu'on est arrivé à ça, qu'on est, nous, en tout cas, on est super satisfaits avec ce que ça a donné. Moi aussi, 10 sur 10. Si je me fie aux 24 que j'ai bu dans les 3 derniers jours, là, c'est délicieux. Ça passe bien. J'ai 2 questions du public qui sont rentrées pour vous autres. Fait que hot seat, je vous mets sur le spot. Jacob et Christophe. Une sour, ça se peut-tu au 5e baron?
Bon, ouais, on en a fait plusieurs déjà. Oui. On a fait dernièrement, dans le fond, l'année passée, on a commencé à faire une série de Goza, qui est une bière traditionnelle allemande faite avec du sel, de la coriandre, et puis c'est une bière de blé. Ah, comme votre Zénith, là, qui est... Ouais, ben, c'est ça, exactement. Fait on a bon. commencé cette série-là l'été passé. C'était une série de gauzes fruitées qui s'appelait Sous le soleil de quelque chose. Ouais. Fait que là, ça dépendait du fruit. Fait qu'on a fait Il y avait Miami, ça? Ouais, c'est ça. Celle au pamplemousse, c'était Sous le soleil de Miami. Ouais. Celle au citron, c'était Sous le soleil d'Amalfi. Puis il y en a eu une à... Rio. Rio, c'était quoi? C'était Lime. Lime. Je me rappelle les doigts d'Étienne duct tapés. Exactement. Les petits limes partout. Ouais. Les fanfarines, genre sur le soleil de Fort-Coulonge. Alors, on avait proposé Odeur de ce soleil de où? Couillon? Saint-Félicien, je pense, pour avoir une au bleuet qu'on avait dit. Ah, mais c'est cool. Ouais. C'est ça, ouais. Mais... Ou de Casabazois avec des canneberges. Ouais. Fait que là, c'est ça. Puis là, on a sorti cette année pour un peu ramener notre portfolio puis jouer un peu avec ça. On a sorti Destination Zénith récemment, qui est Zénith, qui est le point le plus haut dans le ciel pour le soleil de ce que mes brefs recherches sur Wikipédia. OK, Google. Fait que Destination Zénith, c'est une bière probablement encore là, une Goza, qu'on va sortir à tous les printemps pour annoncer l'arrivée imminente de la série Sous le soleil. Fait que là, dans les teasers de cette semaine, pour finir le suspense, il y en a une là-dedans. Fait qu'il y a une sour. Ouais, puis on avait aussi Berlin Berry qui était... Berlin Berry aussi. aussi. Hey, j'avais oublié celle-là. Ouais, Berlin Berry. Qui est une autre série fruitée qu'on va ramener cet été. Fait qu'il va y avoir d'autres. Celle-là, c'est avec des petits fruits. Fait qu'on va jouer avec framboise. Ben oui, il y a ça. Mais il y a ça aussi, cette nouvelle tendance-là, des espèces de... Ouais, mais de fruits, mais tu sais, de genre de bière smoothie, là. Ça, là, c'est quoi? C'est bon, pas bon? Moi, au goût, c'est bon, là, mais c'est-tu comme anti... Ben, les gars de la BBC... C'est ça, ils ont sorti cette Moi, j'appelle ça un cocktail, pas une Ouais, c'est vrai que c'est plus cocktail. Ouais, c'est ça. Ben, je pense, il y a comme différentes philosophies par rapport à ça. Il y a du monde qui trouve que c'est pas de la bière. Il y en a d'autres qui vont dire, ben, who cares? Ouais, c'est une offre différente. C'est ça. Nous, chez nous, on n'embrasse pas. Et on n'embrassera pas. On ne brassera pas de bière avec du lactose. On essaye vraiment de bien ancrer nos styles puis de pas de juste enfiler des mots ensemble pour pas que c'est ce que ces brasseries-là font. Puis, en fait, je suis content qu'ils le font parce que j'aime ça d'en prendre une fois de temps en temps. Pas assez pour embrasser. Puis c'est pas là que nous, on veut s'enligner en tant que brasserie. On focus plus sur des styles traditionnels puis nos propres interprétations puis pas vraiment ce que les autres font. Mais, tu sais, c'est ça. C'est ce qui est le beau du domaine, c'est que tout le monde va trouver un peu ce qu'il aime. Tu sais, il y a du monde qui vient à la brasserie, j'aime pas la bière, qu'est-ce que tu me recommandes? C'est comment? T'es calé. Non, vraiment pas. C'est ça que je te... Non, mais est-ce que t'aimes le punch aux fruits? Est-ce que t'aimes la limonade? Est-ce que t'aimes le vin? Est-ce que t'aimes, tu sais, qu'est-ce que t'aimes? Puis à partir de là, on peut comme faire l'entonnoir puis arriver à quelque chose que peut-être qui va les... Trois quarts du temps, ils finissent avec un verre ou une pinte là, dans les mains. C'est les meilleurs clients à avoir parce que c'est comme une feuille blanche ou genre un petit enfant. Il y a tout à découvrir. Fait que là, tu montres, hey, regarde ça goûte ça. Je savais pas. Il n'y a rien comme offrir une bière à un petit enfant. C'est comme... Maintenant que j'en pense, ça sonne bizarre, mais ouais. Non, mais puis ça nous permet aussi de créer un lien avec les clients, de leur expliquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait. Ils voient en arrière qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est des conversations qu'on aime avoir à la brasserie. C'est pour ça qu'on fait pas de vente en ligne. On aime ça que le monde se déplace, qu'ils viennent à Elmer, qu'ils viennent voir, qu'ils aillent manger quelque part, qu'ils arrêtent à la brasserie. Il y a combien de bières dans votre catalogue en ce moment? Hey, bonne question. 40? Laisse-moi checker. 40, non, il y en a plus que ça. Il y en a plus. À un moment donné, est-ce que ça devient trop? Est-ce qu'on se dit, bon, le public ou les amateurs et amatrices vont se perdre? Ben, on va avoir un an. Fait que moi, je trouve que c'est juste logique. En un an, on a couvert notre portfolio, puis on va repasser à travers ce qu'on a déjà brassé, puis on veut embrasser des nouvelles aussi. On est tous des triples de bière. Fait on veut tous s'asseoir, on goûte une bière. Puis, ben Chris, j'aimerais ça boire ça, j'aimerais ça qu'on brasse ça. Hey, ça serait une bonne idée de faire ça. Fait que c'est tout le temps oui, on brasse pour l'image de la brasserie qu'on a ou la direction qu'on s'en va, mais aussi on brasse qu'on a le goût de boire. C'est pas tout le temps de suivre les trends à 100%. Puis, regarde, moi, je tripe sur cette bière-là qui ont fait ça aux États-Unis. Là, n'importe quel staff, amène-les à la brasserie, on va l'essayer, on va y goûter, puis on va essayer de l'intégrer ou on va pas le faire parce que c'était pas bon ou Chris, on va checker, on va le faire, ce style de bière-là. T'sais, on a brassé une bière avec des piments en collaboration avec une dépanneur de bière à Montréal, puis
moi, je suis pas un tripeux de piment en bière, puis tout le monde, ouais, pourquoi pas, on va l'essayer, let's go. Fait qu'un chocolat chaud mexicain exactement direct dessus, mais ça a changé ma perception. Fait que c'est tout le temps de changer ta perception par rapport au style que tu bois ou que tu découvres d'ailleurs. Moi, je pense que ça fait partie du trip de la première année, c'est qu'on n'avait pas vraiment Oui, c'est prédéterminé sur plusieurs mois à l'avance, mais ça reste que là, on a fait un an. Maintenant, qu'est-ce qu'on revisite pas? C'est ça. Il y en a qui vont prendre le bar, il y en a qui vont revenir. 58 bières. 58? Puis pas une grisette, pas une. Je suis gossant, j'arrête. Je devine ta deuxième question. Ben, t'as-tu une deuxième question du public? Oui, mais je veux que tu la devines. Ben, en tout cas, moi, j'en ai une du public. Là. Je l'ai reçue il y a une couple de semaines. Jacob, t'es-tu célibataire? Non? C'était pas ça la question? J'étais pas... mais sérieux, non? OK. Non. Happily married. Ouais, c'est good. Mais une bière sans gluten? Ouais, c'est ça. On reçoit souvent la question. C'est quelque chose probablement qu'on n'a pas l'expertise encore. Fait que ma réponse va tomber dans la catégorie de on va sortir ça quand on va être prêt. Y a-tu plus de chance que ça soit une grisette ou une sans gluten? C'est con. Plus de chance c'est une grisette. Oh yes. Puis, mais j'avoue qu'avec l'exemple de la baguette de pain, tantôt, on était mal parti pour une bière sans gluten quand tu disais que... c'est ça tombe mal. Tu disais tantôt, Jacob, que tu es un tripeux de whisky. Est-ce qu'une micro-distillerie à Elmer, ça se pourrait un jour? Oh, je peux te répondre avec certitude que ce ne sera pas nous autres qui va l'ouvrir. Mais micro-distillerie... Je pense que c'est faisable aussi. T'en as une à Gatineau. Ouais, ça se peut. Gigantesque, mais c'est ça. Je pense que... Je sais pas pour ce qui est d'une distillerie, à quelle grosseur tu as besoin d'avoir. Fait après ça, de ce côté-là, je sais que c'est quelque chose qui se fait bien. Côté permis à alcool, je pense au Québec, c'est plus difficile. Moi, en tout cas, je connais plus de gens en Ontario. En Ontario, on a l'air d'avoir une flexibilité qui est un peu plus présente pour une micro-distillerie, tandis qu'au Québec, il faut passer par la SAQ, je pense. Mais je pense qu'il vient d'ouvrir aussi, tu as le droit d'en vendre sur place. Mais c'est vraiment un autre game. Là. Mais il y a Circa qui est pas local, là, mais qui est provincial, là, me semble, qui ont sorti un rye l'année passée ou 2 ans passés. Ça avait fait fureur. J'avais une quantité très limitée de bouteilles. Je l'ai essayé à quelques reprises, puis c'est vraiment super bon. Fait que, parce que c'est plus long, le rye, à faire que, mettons, le gin, parce qu'il y a plein de gin au Québec. Je pense, le Saint-Laurent, là, on pourrait faire la liste de tous les gins québécois, mais il y a quand même ce trend-là aussi de gin québécois qui est assez fort, Ungava. Écoute, quand on parle de whisky, je vais m'en tenir au scotch parce que c'est ce que je préconise comme style. Mais c'est pas facile à ouvrir. T'sais, avant que tu sortes ton premier age statement, dépendamment où tu veux te lancer, avant que tu sortes ton premier 8 ans, mais ça va prendre 8 ans. C'est le même que ça marche. Faut que tu aies les reins solides pour ouvrir. Tu peux sortir, il y a plein de trucs. Tu peux faire tester différents trucs avec différentes barriques, puis sortir des affaires super le fun. Il y a une distillerie que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Kilchoman, qui est pas encore à sortir des age statements, me semble, mais qui font des super bons trucs. Fait que, tu sais, c'est quand même un investissement que je m'y connais pas plus que ça, je vais pas m'avancer, mais il y a un investissement de temps aussi que nous, on connaît pas dans la bière. Ouais, je comprends. Là, il nous reste quelques minutes seulement. Là. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que tu voulais aborder en tant que future maire d'Elmer, Steven. Oui, c'est ça. T'es bien fait. Un jour, peut-être. Mais tu sais, le développement d'Elmer, ça me tient vraiment à cœur. Puis je pense que de travailler ensemble puis de vous avoir rencontrés pendant les dernières périodes, c'est comme motivant parce qu'il y a de plus en plus de monde qui collabore à tout ça. Comment vous voyez le développement d'Elmer, disons, dans les 5 prochaines années? C'est quoi ton souhait, ton rêve pour autant la rue principale, mais que l'ensemble du vieux Elmer? Moi, j'espère. J'ai l'impression que post-pandémie, il va y avoir une espèce de boom à Elmer où que tout le monde va ressortir, tout le monde va vouloir revivre sa rue principale. On a des super beaux commerces, on a des bons coffee shops, des bons restos, une bonne brasserie, un excellent bar à bière. Fait que tout est là. On a la mer. Ben oui, on a la mer. On a une plage et une marina. On a une galerie d'art avec un parc fantastique en arrière de là. Tout ce que je viens de vous nommer, ça marche en 10 minutes, 15 minutes. Fait que j'ai l'impression qu'à Elmer, juste de revoir les gens ressortir puis profiter de ce que la communauté a à offrir, ça va être
gros. Puis je vois Elmer se développer de la bonne façon, honnêtement. On dirait que... on a perdu une grande dame à Elmer récemment, Micheline Lemieux, qui voyait au patrimoine du secteur. Fait que je pense que c'est quelque chose qui va être important de... M'a lâché, je pense que c'est quelque chose qui va être important du côté d'Elmer, qu'on fasse vraiment attention quand tu perds un gros joueur comme ça qui a travaillé super fort pendant des décennies sur préserver ce patrimoine-là. Je pense que ça va être à nous, ça va être aux commerçants, ça va être à tout le monde, puis la communauté at large, là, de vraiment faire sûr que ça reste intact. Mais il y a des beaux développements qui se font autour. Il y a des condos qui se construisent en hauteur, donc on densifie de façon intelligente le centre d'Elmer, que pour moi, c'est mieux que d'aller couper des espaces verts ailleurs. Puis de s'étaler. Exactement. Puis ça va être super bon pour tous les commerces sur la rue principale. J'espère qu'on va voir d'autres commerces s'installer sur la rue, comme que je disais plus tôt. On espère vraiment avoir de tide that rises floats all boats, qu'il y en ait un paquet, qu'on attire plus de monde. Personnellement, j'aimerais voir une petite touche artistique qui ressort parce qu'on a ça à Elmer. On a commencé à le voir dans les fresques qui sont peinturées sur le trottoir. Je pense que la ville a donné des permis pour que ça se passe un peu partout. C'est beaucoup Audrey Bureau, la conseillère du secteur, qu'on salue puis qu'on remercie pour ça, parce qu'on s'entend qu'on a une conseillère qui est très engagée, très active, puis ça, je ne peux que le saluer. Mais je me demande, est-ce qu'on a peur que ça se gentrifie un peu trop, que ça devienne hors de prix? Tu sais, je pense à, disons, Gâteau Néo qui a dû quitter un peu plus bas sur la principale pour des raisons de loyer qui augmentent. Est-ce qu'on a peur que ça devienne une espèce de Westboro impossible, dans lequel on ne peut plus vraiment avoir des loyers commerciaux puis acheter des maisons abordables? Écoute, c'est une bonne question. J'ai pas la réponse. Mais est-ce qu'il va y avoir un équilibre qui va se créer? Il devrait y avoir un équilibre. À un moment donné, tu vas te pricer out. C'est pas comme si il n'y a pas de locaux libres non plus. C'est vrai qu'en ce moment... il y en a disponibles. J'imagine avec la pandémie, il doit y avoir beaucoup de monde en ce moment qui travaille sur des plans d'affaires pour ouvrir un resto, ouvrir un commerce. Fait que ça se peut que les locaux doivent rester vides pour un certain moment. Fait que j'espère que les gens qui vont s'y installer éventuellement vont pouvoir se négocier des bons bails puis pouvoir s'assurer d'être là pour les années à venir. Mais c'est certain qu'on aimerait ça. On a parlé d'une boucherie. Peut-être j'avais entendu parler de quelqu'un qui était au British qui avait pensé ouvrir un bar à cocktail, qui est un très bon mixologiste qui voulait peut-être ouvrir un bar à cocktail. Fait que j'aimerais ça aussi voir des boutiques ouvrir sur la rue principale qui donnerait du window shopping à faire pendant la journée pour les familles. Je pense souvent, je ne sais pas pourquoi, puis je vais les nommer en air, mais Habitude Design aurait dû être sur la rue principale. C'est vrai. Puis, on en parle souvent, puis on essaie de... Tu sais, moi, je pense à, disons, Marisol Foucault, qui a le Edgar dans Val-Tétro, qui est une fille qui habite sur ma rue à Elmer. Je suis comme, ça serait pas pire dans le vieux Elmer. Eric au clandestin qu'on essaye de... Tu sais, il y a une super belle sélection de vins au clandestin. Vraiment belle sélection. Sa bouffe est écœurante, on va se le dire. Écoute, chaque fois qu'il vient chez nous, le monde sont là, répondent à l'appel, puis lui, il n'en revient pas. Comment est-ce que... Il y a du staff en permanence au resto à Hull pour préparer de la bouffe pour l'après-midi. Pour l'après-midi. Mais c'est drôle parce qu'on y en parlait à Eric la semaine passée. Steven puis moi, on s'est ramassé une coupe de lunch pendant qu'on allait se chercher une coupe de bière. Pour ceux qui sont arrivés à 1h au lieu de midi. Eric va être là jeudi prochain en passant aussi. Les gars, ils vont nous ruiner. C'est ça l'affaire. Mais tu sais, Eric, il disait, moi, quand je suis arrivé dans la région, tout le monde me disait c'est dans le viol que ça se passe. Il disait comme si c'était un peu fait à voir. Il a découvert Elmer après. Fait que ça, c'est un réflexe aussi qui change. Tu sais, nous, à Transistor, on fait des productions toute l'année. On est toujours en train d'inviter des artistes qui viennent de Montréal, Québec, Toronto, peu importe, qui viennent. Puis nous, ce qu'on veut faire, c'est leur faire vivre le trip d'Elmer. Fait qu'on les fait dormir au British ou dans des Airbnb que nos amis ont dans leur cours, dans des petites cabanes faites comme des tiny houses, des trucs comme ça. Puis on veut qu'ils aillent au 5e Baron. Puis on veut qu'ils aillent ramasser du chocolat chez Béatrice. Puis on veut qu'ils aillent manger à l'aubergiste, puis qu'ils aillent à la plage, qu'ils aillent au Cassis manger de la gelato, puis qu'ils aillent voir des expos à l'Imagier. Puis
c'est un peu des opérations charme qu'on essaie de faire tout le temps. Puis honnêtement, ça marche. Tu sais, les gens pensent toujours que Gatineau, c'est vraiment lettre, puis c'est juste une ville de fonctionnaires dortoirs, puis ils se rendent compte que, OK, à l'ouest, là, il y a comme un petit coin de paradis. Un petit village gaulois. Ouais, puis on rit souvent de la politique, mais c'est un peu ça qu'on fait au quotidien, tu sais, d'amener nos chums, d'habiter ici, d'amener nos chums, ouvrir des commerces ici. C'est ça, la politique. Puis pour moi, c'est ça, l'implication citoyenne. Puis c'est de cette façon-là qu'on va contrer la gentrification puis ces affaires-là. C'est en inculquant des valeurs à ces gens-là, puis nous-mêmes en les portant en tant qu'entreprise forte du coin. Tu sais, en gardant le tout authentique, dans le fond. Exactement. C'est ça. Ouais, pas péter plus haut que le trou, dans le fond. Non, c'est ça. Puis on se tient toutes. C'est ça qui est beau, c'est que toutes les entreprises à Aylmer, il faut qu'on le dise, là, comme là, on se parle d'un podcast comme si on s'était jamais vraiment vu, mais on prenait une bière avant la pandémie. Hey, la magie de la radio, man! 420! Mais c'est ça, puis je pense que c'est ce qui va faire, selon moi, le succès, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en viennent habiter à Aylmer, les choses vont changer, puis on est, tu sais, là, le PPU va passer prochainement, qui est le programme particulier d'urbanisme, c'est qu'on est en train de prendre ces décisions-là, à savoir combien d'étages vont avoir les condos, puis de garder ça à échelle humaine, mais en se développant, fait que il n'y a pas un ou l'autre. C'est pas soit qu'on met des condos partout ou soit qu'on n'en met pas pantoute. C'est un équilibre. C'est un travail qui doit se faire à la fois citoyen, entrepreneur et promoteur parce que ces gens-là arrivent souvent d'une autre génération ou d'une autre époque, d'une autre réflexion. Puis si on travaille tous ensemble, ben on va créer ce secteur-là à notre image. Hey, Colin, si tu te présentes aux élections, on va voter pour toi, Boisvert. Ben, on verra, on se croise les doigts. Boisvert 2024. 21, peut-être, qui sait? C'était Jacob Barrette et Christophe Paquette de la microbrasserie 5e Baron. Je vous invite à vous abonner au podcast Le Deuxième Étage sur Spotify ou toute autre application de balado. Allez les voir à leur boutique sur la rue principale à Aylmer, notre village bien-aimé, ou sur le 5ebaron.com. Dans cet épisode, j'étais accompagné de Steven Boivin, cofondateur de Transistor, et de François Larivière qui a enregistré, monté et mixé la discussion. Je m'appelle Julien Morissette. Merci d'écouter nos balados créés ici à Aylmer.